Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion on est là. Ça va être un petit rendez-vous qu'on va commencer à prendre déjà ici. On va parler de parentalité. Pour ça, on va avoir des spécialistes. Et quand je dis des spécialistes, ça va être dans la rigolade. Et on va essayer vraiment d'être détendu, enthousiaste, mais surtout d'essayer de voir un petit peu comment on doit travailler notre façon de faire, pour faire une bonne éducation. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Et les personnes qui vous en parleront le mieux, on va d'abord accueillir Julie-Anne Landrieux, puisque c'est elle qui a eu cette idée. Bonsoir Julie-Anne. Bonsoir Jasmine. Comment ça va ? Ça va super. En tout cas, merci pour le beau sourire. Je vais vous laisser présenter les autres. Donc nous avons Lauriane Anila qui est consultante en parentalité. Bonsoir. Voilà, merci d'être là d'ailleurs. Nous avons donc Vanessa Barré qui est naturopathe et qui vient surtout en témoignage aujourd'hui sur ton vécu de maman. Voilà. C'est ça. Et on a Farzad Félézy, voilà, donc qui est là aussi un petit peu pour parler de son expérience éventuellement. Il est également formateur, voilà. Consultant donc en communication, prise de parole en public et conférencier en... de l'enthousiasme. On va voir ce que ça donne dans un instant. Alors, la question est tout simplement comment définir aujourd'hui la parentalité ? Et cette question est pour vous quatre. Alors ça, c'est une grande question. Alors, toi qui es consultante en parentalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Il n'y a pas vraiment de définition du parent, parce que je pars du principe que quand on devient parent, c'est un apprentissage et chaque personne, en fonction de son vécu, va essayer de faire au mieux pour apporter le meilleur à son enfant. Et malheureusement, des fois, c'est un peu maladroit. On tâtonne, on expérimente, on dit, on a essayé comme ça marche pas, donc on essaye autre chose. Et pour moi, être parent, c'est vraiment un apprentissage tout au long de sa vie. Voilà. Est-ce que aussi on fait en fonction de l'enfant qu'on a spécifiquement. Je vais d'abord définir, on va d'abord passer la parole aux autres. Tiens, je suis Landrieux. C'est quoi la parentalité ? Pour moi, c'est un travail constant sur soi d'abord et de pas comparer son enfant à un autre. Voilà, de faire avec ce qu'on a là sur le moment et on apprend de toute façon au fur et à mesure. Vanessa Barré. Pour moi, c'est vraiment être en accord déjà avec celle que l'on est, celui que l'on est, pour pouvoir aussi transmettre à l'enfant cette capacité de devenir aussi, lui, ce qu'il va être. C'est vraiment, on a tendance aussi, on a beaucoup vu les transmissions de valeurs au fil des générations, et on n'éduque pas comme aujourd'hui, comme on éduquait avant. Et c'est vraiment important d'amener l'enfant à se découvrir et à expérimenter, tout comme on le fait aussi tout au long de la parentalité. Farzad Félézy et papa, depuis pas trop longtemps déjà ? Ça fait combien de temps ? Là, ça fait 7 mois. D'accord. C'est une découverte, c'était une transformation, c'est quelque chose. C'est un apprentissage chaque jour. Oui, quand ma femme a accouché, j'ai eu l'impression d'accoucher en même temps. Mais c'est bien ça. Intense. Et on prenait les décisions en même temps. Alors, Non, vous avez eu quoi ? moi, de ce dont j'ai accouché, j'ai accouché de mon ignorance. C'est-à-dire que j'ai compris que je savais rien. Et que aujourd'hui, je sais que je sais rien. C'est la seule chose qu'on sait d'ailleurs. Alors voilà, c'est la base en fait. Et dès lors, on peut accueillir ce qui vient. Et moi, j'ai écrit un livre que je t'ai donné d'ailleurs, qui s'appelle L'enthousiasme et la réussite, un jeu d'enfant. Et juste au tout début, j'explique en fait quelles sont les identités qu'on veut donner à soi, à un enfant. Et peut-être ces identités-là sont fausses. Et tu vois, quand on se dit « je suis parent », il y a tout un univers psychologique qui a été nourri de génération en génération, qui fait qu'on se sent parent, on se sent père, on se sent mère. Mais est-ce que ça, c'est... d'ailleurs. Et que peut-être nous ne sommes pas, peut-être que nous sommes juste quelqu'un qui va accompagner physiquement, parce que l'enfant est handicapé, il ne peut pas manger tout seul au départ, voilà. Jusqu'à ce qu'il puisse, et de ne pas être une béquille qui va lui dire quoi faire sans cesse, et d'arrêter de donner des outils. Parce qu'à la fin, tu sais, l'enfant arrive à un certain âge où il se retrouve avec plein de béquilles, une armée de béquilles, mais il n'arrive plus à marcher sur ses deux jambes. Et on dit il n'est pas autonome. Et ça, peut-être, on va pouvoir en parler. J'aimerais aussi parler, au-delà de l'identité, de comment on va dans la comparaison et les différences.
comment est-ce qu'on forme les opinions qu'on a de notre enfant, de notre conjoint, et peut-être rentrer vraiment dans l'aspect très particulier et sensible des violences, des agressivités, des abandons, des rejets qu'on a par rapport à nos enfants et à nos familles. C'est un peu le thème du jour pour aujourd'hui. Julien Andrieux a souhaité donc la mise en place d'une émission sur la parentalité. On va essayer vraiment de tenir un rythme d'une émission par semaine jusqu'à ce qu'elle prenne elle-même les commandes de l'émission. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, les parents ont besoin d'informations? Pas forcément d'être accompagnés, mais de toujours. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment l'apanage des parents. Et c'est ni bien ni mal, ce n'est pas une critique. C'est qu'ils ont besoin de savoir ce que fait l'autre, pour savoir ce que eux ils font. Ça en vaut la peine, c'est bien ou pas bien. Et pour se juger, est-ce que je suis un bon parent? C'est quoi un bon parent finalement? Très simplement, moi je pense qu'un bon parent, c'est quelqu'un qui est heureux, simplement, dans sa vie et qu'il fait ce qu'il aime. Et souvent, moi je suis maman seule et entrepreneur, j'ai des horaires pas possibles, mais ça ne m'empêche pas d'emmener ma fille dans des événements auxquels je ne peux pas la faire garder. Et au contraire, en étant une femme en plus et en ayant une petite fille, c'est de lui montrer que moi, aujourd'hui, je n'ai pas de limites et je ne compte pas m'en mettre et que moi aussi, j'ai mes rêves. Et que bien qu'elle soit le centre de mon cœur, elle n'est pas le centre de ma vie. Parce que si je ne suis pas épanouie, moi, en tant que femme, comment est-ce que je peux être épanouie en tant que maman ou en tant que ou en tant que femme, tout simplement, ou en tant qu'entrepreneur. Et je trouve que de ce côté-là, c'est important. Et pourquoi ça me tenait à cœur de faire cette émission-là, du coup, c'est parce que déjà, grâce à mon association Prima Babies, j'ai des femmes incroyables qui sont partenaires de l'association aujourd'hui, à qui j'ai... On va juste rappeler l'objectif de l'association. Alors, l'objectif de l'association Prima Babies, c'est donc de venir en aide et de soutenir les parents et les bébés qui traversent cette parenthèse de la prématurité, que ce soit une prématurité qui se passe bien, c'est-à-dire le temps d'hospitalisation, etc., ou une prématurité qui se passe moins bien et qui peut parfois résulter au décès de l'enfant, comme on a eu au début de cette année. Donc j'ai eu 4 décès d'enfants cette année, et à chaque fois, c'est des moments pour moi qui sont très importantes dans ce que je fais et me permettent de savoir aussi comment aller plus en profondeur dans ces sujets-là qui touchent et dont on ne parle pas. Et moi, comme tu le sais, Jismi, je suis quelqu'un qui aime parler de tout ce qui est tabou, et je trouve que c'est très important de remettre l'enfant, de donner une place à l'enfant dans notre culture réunionnaise, parce qu'on a une culture qui est très spécifique et qui est très africaine d'un côté et qui ne laisse pas forcément la place à l'enfant pour s'épanouir. Ce n'est pas un jugement et ce n'est pas une mauvaise ou une bonne façon d'être, c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve, et peut-être avec notre génération, on a toute la trentaine, se dire qu'est-ce que moi j'ai aimé dans mon éducation et qu'est-ce que je n'ai pas aimé dans mon éducation, qu'est-ce que je vais changer, quel schéma je n'ai pas envie de reproduire, quels sont les outils que je peux mettre en place pour éviter de reproduire ces schémas liés à mon enfance, liés à mon éducation, et comment je donne le meilleur de moi-même à mon enfant pour qu'elle puisse devenir la meilleure version d'elle au fur et à mesure qu'elle grandit. Alors bien sûr, on se prend des claques et bien sûr on avance, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage, mais c'est important de l'accompagner. Et comme disait Farzad, je trouve que c'est important de se dire l'enfant ne nous appartient pas. Nous sommes une entité à part de l'enfant et l'enfant est une entité à part de nous-mêmes. On est là pour accompagner notre enfant et non pas l'obliger, lui donner des ordres ou essayer de le mettre dans une case dans laquelle il ne va pas forcément s'épanouir. Exactement. Alors, j'ai posé la question, c'est quoi être un bon parent? Je vous propose également de répondre à cette question. Pour vous, c'est quoi être un bon parent? Être un bon parent, pour moi, il n'y a pas de définition pour être un bon parent. C'est, comme Julie disait, c'est toujours faire au mieux pour faire en sorte que l'enfant soit bien et arrêter justement les comparaisons, parce que j'ai travaillé 5 ans en crèche et souvent le soir les parents c'est oui mais tel enfant a le même âge que mon maman et pourquoi lui il n'arrive pas à faire ça? Parce que chaque enfant est différent tout simplement et qu'il faut avoir son développement est différent. Voilà, chaque enfant aura rythme. son propre développement et c'est pas parce que tel enfant met plus de couches à 18 mois qu'il fera des plus belles phrases que l'autre à 24. Enfin, vous voyez, c'est chaque enfant a sa spécificité, sa spécialité et par rapport à ses traits de caractère, par rapport à ses traits de personnalité, les stimulations qu'il peut y avoir autour de lui. Et donc voilà, pour moi, être un bon parent, c'est avoir conscience que l'enfant a son propre développement et qu'il ne faut pas regarder les enfants des autres autour, ni ce que font les autres autour, parce que c'est pas parce que ce qui est bon pour, par exemple, l'enfant de Julie, sera pareil pour vos enfants. Vous comprenez? Exactement. Du coup... Ça commence à la crèche. Hein. Ah oui, Les c'est... parents arrivent, j'étais étonné de ça.
Ouais. Alors ils regardent un peu les autres enfants, ils posent le leur, ils partent. Mais c'est, tu sais, lui là, le tien, on dirait qu'il est plus intelligent que les autres. Comment t'as fait? Ouais. Ouais, ça. Après, je trouve que ça va au-delà aussi des structures d'accueil, parce que même dans les fratries, on voit beaucoup les parents se dire ah oui, mais lui il a commencé à lire, le premier a commencé à lire à tel âge, comment ça se fait que l'autre n'a pas encore commencé à lire. Ou, voilà. Ça a été Donc, dur d'être comparé à ses frères et sœurs? Alors moi je suis la première, donc c'est vrai que mon frère a beaucoup été comparé à moi, donc je n'ai pas ressenti forcément ça. Ouais. Mais mon fils qui est le deuxième, moi ça a été difficile pour moi, parce que j'ai toujours considéré que l'enfant est une personne à part entière, et que ce soit un adulte ou entre enfants, on doit pouvoir respecter l'autre dans son entité. Et comparer n'amène pas non plus l'enfant à construire sa propre identité. Il y a une chose qui est vraie, c'est que ça devient une blague souvent. On dit que c'est deux mères qui se parlent. Alors comment vont vos enfants? Ils ont ces enfants ont 4 et 5 ans. Et la mère répond, laquelle? Celle qui sera médecin ou celle qui sera avocat? C'est le regard qu'on porte toujours. C'est-à-dire que quand on regarde nos enfants, celui-là, il fera ça un jour, et celui-là, il fera ça un jour. Ah oui. Et on est, le parent, souvent, est profondément certain que ça sera comme ça. Ouais. Et Et qu'est-ce qu'ils ont souvent, il doit devenir chirurgien, médecin, avocat, et pas ouvrier, paysan. Alors ça, voilà, mais ça, on en vient à la définition du succès. C'est quoi le succès? Comment est-ce qu'on considère que quelqu'un a réussi au final? Donc on le rentre dans des cases qui ne se viennent pas forcément. Et c'est vraiment de trouver à quelle case correspond votre enfant, mais pourquoi ne pas lui laisser lui définir à ce qu'il a envie lui d'appartenir? définir non qui peut-être seulement n'est pas une case. Voilà. Non, construire sa case. Non, laisser l'enfant construire sa case. Ou pas. Ou pas. Effectivement. Et la question, elle est là parce que souvent, je fais référence à Françoise Dolto et à son fils. Mais Carlos. Combien d'entre nous savent que Carlos, qui a été un saltimbanque, un chanteur, donc français, était le fils de celle qui aura quand même quelque part marqué, enfin, qui a marqué l'éducation des enfants, Françoise Dolto, et parce que simplement Françoise Dolto a dit à son fils, fais ce que toi tu as envie. Et Carlos s'est amusé, il a chanté, il a fait la fête, il a réussi aussi. Parce que la réussite pour beaucoup, c'est simplement être heureux. Et ça, c'est la question. Pour beaucoup, oui. Enfin, on va dire que ça commence à changer, mais il y a encore beaucoup qui vont te dire, pour avoir réussi, il faut que tu fasses ton bac, ensuite tu fais tes études, ensuite tu te maries, ensuite tu as un chien, un chat, une maison, etc. Moi, je me dis, à 34 ans aujourd'hui, j'ai quand même eu 2 enfants, dont une qui n'est pas là aujourd'hui, voilà, que j'ai perdue en cours de route pour raison médicale. Et je suis séparée du père de mon enfant aujourd'hui. Et tout ça m'a permis de devenir l'entrepreneur que je suis aujourd'hui et de créer constamment et d'aider les autres aussi à développer leur potentiel. Je n'aurais pas vécu tout ça. À 20 ans, je m'étais jamais dit, je vais me retrouver à 34 ans, être maman seule et élever mon enfant toute seule et avoir 3 entreprises qui tournent et aider une centaine, 200, 300 personnes par an. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Mais tout ça fait que voilà, et pour moi, ma définition du succès aujourd'hui, c'est faire ce que tu aimes et faire ce que ton cœur te dicte en fait et aller vers ça. Il faut te sentir vibrer pour être bien. Vous êtes dans la même posture par rapport à elle ou pas? Oui, totalement. Se lever le matin et se dire, on va travailler sans vraiment motivation, sans passion, c'est dur. C'est dur, et puis de retransmettre ça à ses enfants, pour moi, c'est vraiment quelque chose de difficile, parce que on voit tellement de burn-out, tellement de gens qui partent épuisés, et ça épuise le parent, et ça épuise la zone familiale, ça épuise l'enfant, et dans tout ça, il n'y a pas d'épanouissement, quoi. C'est ça. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est que moi, justement, pour rentrer dans des cases, j'ai essayé de faire tout ce que ma maman me disait de faire, sauf que je me suis rendu compte que j'étais pas heureuse, et un matin, je me suis dit, je quitte mon boulot. Et j'ai démissionné, et je pense que j'ai jamais été aussi heureuse. Et j'avais plus d'argent, hein. Mais le bonheur, c'était juste magique de me dire que là, comme un soulagement, oui, ça fait. Et c'est là où le paradoxe, parce que les parents généralement, ils ont besoin d'argent. Il faut acheter ça à l'enfant. La chambre à coucher doit être prête avant l'arrivée de l'enfant. Il y a toute cette, j'allais dire, cette démarche aujourd'hui au moment de la conception à l'accouchement, de l'accouchement au premier pas. Aujourd'hui, on a donné une démarche aux parents
à suivre et tout le monde le suit. Le fameux, la fameuse réunion que font autour du bébé, là, on rappelle ça? Les baby showers. Baby shower, ouais. Ça, j'ai trouvé. Et ça marche. Mais le baby shower, ça existe depuis 20 ans, enfin, dans les pays Oui, anglo-saxons. mais Moi, je connaissais pas, j'ai Voilà. découvert il y a quelques mois seulement. C'était Voilà. étonnant pour moi. Bah, quand j'ai eu ma fille. J'ai cru que c'était un mariage au départ. Non, c'est Après, j'ai vu que pour non. toucher ton bébé de bonnes intentions. Voilà. Tu vois, c'est comme les petites fées qui viennent voir le La bébé souris. dans La Belle au Bois dormant. Voilà, Non, dans La voilà. Belle au Bois Ah, bon, dormant. non, Et qui donnent plein de cadeaux comme ça. Ouais, des on se souris, c'est un peu pareil. construit des histoires comme ça, il semblerait. Et ces histoires-là, faudrait voir en fait. Est-ce que c'est nécessaire? Voilà, est-ce que qu'on c'est est obligé nécessaire de le faire? et est-ce que c'est vrai surtout et surtout d'où ça vient? Moi, il semblerait que. Mais le baby shower, c'est très australien. Oui, déjà. bien sûr. Enfin, moi, j'ai vécu là-bas très longtemps. C'est très, très australien. Et pourquoi j'avais envie de faire un baby shower pour ma fille? C'est parce que le concept est génial. En fait, c'est de se retrouver. Mais c'est vraiment ça. Tu vois, comme je te disais, l'image d'avec les petites fées qui viennent donner leurs souhaits, etc. On n'est pas obligé d'avoir un cadeau. Juste de doucher ton enfant d'amour et de lumière et d'intention positive. Bah, pourquoi pas? Oui, c'est sûr. On Mais en, en fait, on en ce qui manque tellement dans le monde aujourd'hui. Je veux Ouais. dire, si En on fait, peut ce qui trouver se des passe, occasions pour c'est le que faire. tu sais, un jour, il y a. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il faut le faire et il y a rien Si on contre le ça. souhaite. Si on le souhaite. Mais tu vois, c'est un jour, il y a l'ami du diable qui vient voir Satan et il lui dit l'homme a découvert la vérité. On est foutu. Et lui, confiant, il dit c'est pas grave. On lui apprendra à l'organiser. Parce que tu vois, quand on organise la bienséance, la bienveillance, la solidarité, on connaît, hein, Resto du Cœur, machin, il se passe quelque chose qui enlève un peu d'authenticité, un peu au départ, et puis petit à petit, ça arrive vers quelque chose de mécanique et d'habituel. Et comment on pourrait garder la fraîcheur de cet instant où on se donne de l'amour, même si on n'a pas de famille. Par exemple, nous on a eu l'enfant, il n'y avait pas grand famille autour de nous. En fait, on avait les voisins, quelques familles de cœur, des Réunionnais, mais il n'y avait personne. En fait, les gens qu'on a rencontrés dans l'avion, dans la vie du quotidien, on les a invités à la maison et ça a fait un baby shower, mais on ne savait pas que c'était un baby shower. Tu vois? Et ça, en fait, cet environnement d'amour, de bienveillance, c'est clair, c'est ça qui éduque. C'est-à-dire, c'est ça qui conditionne. Et je suis un peu sur le plateau à cause de ça. On a eu une conversation avec Lauriane. Et je lui ai raconté que moi, dans mon enfance, je suis né dans un pays qui est juste après une guerre, Iran-Irak. Et juste après que le régime ait changé. Donc on était dans un régime de terreur, où les femmes étaient à nouveau toutes voilées obligatoirement. On parle j'aimerais bien qu'on précise l'époque. Oui. L'ayatollah arrive en 1919. Ça se termine à quelle époque? À quelle époque? Dans les années... fin des années 70. Voilà, c'est ça. Et début des années 80. Donc c'était encore sur le Shah, alors. Voilà. Le Shah d'Iran, ok. Il y avait le Shah, et puis... Non, il y avait eu la transition. Moi, je suis arrivé sous Khomeini. Mais c'est pas important, le régime, tout ça, c'est pas ça qui Si, c'est compte. important parce que c'est la place de la femme. Et le rôle dans toute société matriarcale, c'est la place de la femme. Exactement. Mais ce qui Après, compte, voilà, en fait, c'est de c'était voir, pour en fait, le cœur de ça, ce que je veux amener, c'est que, en fait, t'as un environnement qui t'éduque. Et elle me disait, mais comment tu l'as vécu, ça? Lauriane, elle me disait ça. Je dis, en fait, quand t'es enfant, tu te rends pas compte de tout l'environnement qui est en train de t'éduquer. Les bombes qui tombent, les informations, les peurs des uns et des autres. Juste préciser une chose. Ton quotidien. Voilà. Et en fait, il se passe quelque chose. En fait, il n'a connu que ça. Pour lui, c'était naturel. Ça Voilà. existe. C'est que Enfin, son naturel. quotidien. Oui, c'est le naturel. quotidien. Oui, Son tu- quotidien. Tu crois pas qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Oui, oui, Voilà. oui. Jusqu'au jour où, arrivé à un certain âge, tu te poses une question. Et là, peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. Tu te dis, qui suis-je? Suis-je ça? Tu vois que non. Suis-je cette religion? Tu vois que non. Suis-je cette croyance? Tu vois que non. Suis-je ce père et cette mère? Tu vois que non. Et là, tu rentres en quête et tu vas faire des lectures, tu vas rencontrer des personnes où tu vas te rendre compte que ton identité, c'est rien. En fait, c'est rien de tout ce qu'on t'a dit. Et c'est rien de tout ce que tu pourras construire dans ta vie. Et ça amène à cette citation, parce que je sais que tu aimes bien les citations, Ah Lucie. oui. Merci. Vos enfants, Merci. C'est l'heure de toi. vos enfants ne sont pas vos enfants. Voilà. Ils sont l'appel de la vie qui vient à travers vous. Vous êtes l'arc, ils sont la flèche. Autant l'archer aime que la flèche aille dans la cible, autant il aime que l'arc reste ferme pour tirer. Et nous sommes les parents, nous sommes l'arc, il est l'enfant, il est la flèche. Mais c'est pas nous qui décidons. C'est la vie. Exactement.
C'est ça, exactement. Merci pour cette Oui, c'est belle histoire, très beau. c'était super beau. La question est justement, qu'est-ce que aujourd'hui, quand on regarde la façon d'élever. Aujourd'hui, l'enfant est encore dans le ventre de la maman, on a commencé à réserver la place à la crèche, on commence à réserver les places à l'école, parce qu'à 2 ans et demi, maintenant, il faut inscrire son école, et apparemment, c'est devenu obligatoire. Et le vacciner aussi. C'est encore une ineptie, parce que c'est pas obligatoire. Alors, j'allais dire, c'est exactement la même Juste une chose, voilà. c'est-à-dire, on va rappeler encore une fois, l'école n'est pas obligatoire. L'instruction. L'instruction est obligatoire. C'est Voilà. une chose qu'il faut Jusqu'à 16 absolument ans. se rappeler. Voilà. Justement, est-ce qu'on peut changer cette posture-là? Est-ce qu'on peut changer le fait que, il n'y a pas une seule façon d'éduquer. C'est comme le vaccin, les 11 vaccins à inoculer à l'enfant le plus tôt possible. Est-ce qu'on peut construire? Est-ce que chaque parent, chaque couple peut construire, non pas le chemin de vie de son enfant, mais construire des outils qu'il va utiliser pour construire lui son chemin de vie? Peut-être est-il déjà construit en soi et qu'il n'a rien à construire. Mais ça, pour le comprendre, il y a un certain cheminement. Oui, alors là, tu passes pour moi sur un autre niveau un peu plus Ouais, profond et plus on spirituel. y reviendra si tu veux. Dans On le va oui, rester bien sur sûr. on va rester sur le Voilà, côté, je dirais. le concret. Ouais. En fait, moi, je pense que c'est important là de, par exemple, faire parler Lauriane qui peut apporter des réelles réponses sur ça et des choses concrètes, des outils concrets qu'on peut mettre en place. Mais par exemple, je sais qu'on a déjà discuté, toi et moi, sur les valeurs sécuritaires que tu mets pour ta famille. Donc par exemple, les valeurs sécuritaires de ma famille, c'est l'amour et le respect. Et dans ces 2 valeurs, c'est comme une grande autoroute, donc Caroline Tessandier en parlait la dernière fois, donc une des filles qu'on avait invitées aussi, de définir en fait ces deux barrières de sécurité sur ton autoroute des valeurs te permet de te sentir en sécurité à l'intérieur de ça. Donc avec ces valeurs, donc une fois qu'on a défini ces valeurs-là, comment est-ce qu'on peut vraiment rester dans ce truc sécuritaire et de pas par exemple retomber dans des schémas un peu de violence pour se dire non mon marmaille m'écoute pas, je mets une claque d'un coup. Enfin voilà, comment est-ce que je peux vraiment mettre ces outils-là en place en définissant, en ayant défini ces valeurs? Moi, je pars du principe que quand on éduque un enfant, il y a des limites et des interdits. Pour moi, ce qui est interdit, c'est justement c'est lié aux valeurs qu'on a mis en place. Si ça rentre pas dans, par exemple, elle, c'est l'amour et le respect. Bon, l'amour, chacun a sa définition de l'amour, mais par exemple, on va prendre la notion de respect. Si ça va à l'encontre de ces valeurs, il va falloir avoir une discussion, réajuster au fur et à mesure avec de la discussion, des livres par exemple qui traitent de ça, adaptés aux enfants. Et après, il y a les limites. Et les limites, pour moi, c'est quelque chose qui peut être repoussé au fur et à mesure des apprentissages de l'enfant. D'où l'aspect limite. Mon Dieu. Et du coup... Et du coup, est-ce que tu aurais un exemple à nous donner? Est-ce que tu as déjà accompagné des mamans, des papas, des parents qui avaient peut-être des difficultés à gérer les émotions de leurs enfants et peut-être gérer leurs émotions aussi? Parce qu'on est tous des êtres humains et c'est pas forcément évident d'être tout le temps émotionnellement disponible pour son enfant. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, nous, pour être déjà bien avec une situation qui nous dépasse et comment accompagner l'enfant au mieux? Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter de ce côté-là? Alors, on avait une maman justement qui un soir est arrivée complètement en pleurs, elle s'est effondrée. Et quand je travaillais encore en crèche du coup, et elle me disait oui, je sais plus quoi faire, j'en peux plus. En fait, l'arrivée de l'enfant a bouleversé le couple parce que c'est vrai que on oublie qu'il faut la préparer cette arrivée, parler d'éducation avant que l'enfant soit là et pas quand il est là et qu'on se dise oui mais moi je ne voulais pas faire comme ça. Oui, mais il fallait en discuter avant. Après, ça peut toujours se réajuster. Et en fait, ce qui s'est passé pour cet enfant-là, c'est elle avait juste un besoin d'autonomie qui était plus grand que le reste du groupe. Parce que chez elle, elle était très indépendante. Elle mettait la table, elle mettait même les couteaux pointus, tout ça. Et en fait, les parents n'étaient pas du tout d'accord sur la façon d'éduquer. La maman était plus dans l'éducation de bienveillance. Le papa, c'est un créole, donc pour lui, c'est marche droite ou marche pas du tout. Et du coup, c'est vrai que cette femme-là est arrivée, elle s'est effondrée, elle nous a dit, oui, qu'est-ce que je fais? On a dit, essayez déjà de discuter entre vous pour définir les limites ensemble, en tout cas quand le couple est encore ensemble. Et aussi mettre des temps privilégiés pour cet enfant-là. C'est-à-dire, au lieu d'attendre que la crise arrive,
c'est essayer d'anticiper, par exemple, un besoin de sortir. L'enfant, il n'est pas sorti de la journée parce qu'il a plu, parce que le temps n'était pas clément. Ben, à la fin de la journée, il va être comme ça, il va vouloir qu'on l'emmène et tout. Et ben, le parent, lui, il est fatigué parce que sa journée s'est pas forcément bien passée, qu'il a eu beaucoup de choses à gérer. Et il suffit d'une petite limite, je sais pas, il a bougé le meuble ou quelque chose comme ça pour que là, ça parte. Et il faudrait peut-être plus prendre le temps de souffler avant de justement passer à... Ouais, j'allais te poser la question. Quelles sont les je petites vais vous techniques proposer, on va faire une coupure pub là. On va faire une coupure pub parce que on arrive à 26 minutes d'émission déjà. Donc on va revenir juste après et on reviendra sur la question donc de Julie. On va regarder la pub, on se retrouve juste après.